Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à un nouveau numéro de Africa Supply Chain Magazine. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'être reçus par M. Barry dans ce locaux à MKA Transport Logistique. Bonjour M. Barry. Bonjour M. Diallo. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, et c'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Merci beaucoup. Donc nous avons un entretien dans le cadre du magazine Africa Supply Chain. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs? Merci M. Diallo. Permettez-moi de revenir sur l'award que nous avons eu à gagner et nous tenons à vous remercier. Voilà, donc merci beaucoup. Et merci à toute votre équipe. Le plaisir est partagé. Parlant de moi, c'est définir le secteur d'activité dans lequel j'évolue. Voilà, je suis juste un petit maillon dans une chaîne, notamment au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Mauritanie. Donc parler de moi, c'est parler aussi du domaine portuaire, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a trait, parce qu'il y a une existence d'un port, d'un aéroport, et le but aujourd'hui recherché par tout un acteur, c'est la satisfaction d'un client. En prenant en marche tous ses besoins et vraiment lui livrer sa commande dans les meilleurs délais, à un coût raisonnable par rapport à un coût global financé par le client. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours professionnel, de votre carrière, des formations que vous avez fait dans le secteur? D'accord. J'ai évolué dans ce secteur depuis 2003, donc ça fait une vingtaine d'années, où j'ai commencé une parenthèse par l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, que j'ai dit bonjour aux professeurs, à toutes les personnes qui m'ont encadré. Je dis aussi un remerciement à toutes les entreprises vers lesquelles je suis passé en tant que stagiaire au Sénégal, avant d'aller en Europe pour poursuivre mes études à un niveau supérieur. Donc j'apprécie vraiment de dire aussi, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler dans ce domaine avant même d'être finalisé mes études. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment un besoin, peut-être un besoin, c'est vraiment un plaisir d'être dans un domaine purement logistique. Et j'ai commencé par le shipping. J'ai vraiment commencé par un shipping et j'ai évolué dans les différents secteurs d'activité. Donc voilà, donc mes études ont été finalisées en Europe, au Havre, bonjour au Havre. J'ai évolué à Paris, j'ai évolué globalement en Angleterre. Bon, j'ai évolué un peu au Togo, au Bénin. J'ai évolué aussi un peu en Mauritanie, au Mali, dans le cadre de mes travaux par rapport à une entreprise ici sénégalaise qui m'a recruté quand je suis revenu au Sénégal, pour ne pas le citer, c'est Bolloré. Donc j'ai évolué avec eux pendant des années. Donc c'est là aussi que je me suis formé. Voilà. J'ai eu une expérience assez soutenue par rapport à ce groupe. Je parle à ce groupe. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de MKA, oui. Transport Logistique, qui est une société leader en tout cas dans son maillon, dans cette chaîne logistique. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos différentes activités et services que vous offrez aux clients? D'accord. MKA, Transport Logistique, c'est une société qui a été créée depuis 2020, donc on a vraiment, voilà, 2020. Ah oui, ben, c'est comme on dirait, je vais citer quelqu'un, et c'est le petit parmi les grands. Donc nous essayons juste d'évoluer par rapport à l'activité, aux services que nous offrons, tels que le stockage. Aujourd'hui, nous offrons en termes de stockage. Nous faisons du transport, nous avons une flotte de camions. Donc nous livrons au Sénégal, nous avons livré aussi en Guinée, au Mali. C'est-à-dire, voilà, et donc nous essayons petit à petit de rentrer dans cette activité qui est ouverte à tout le monde en termes de transport. Vous avez vu, il y en a beaucoup de transporteurs. Voilà. Donc nous, on essaie de se mettre aux normes, mais c'est un chemin à faire, de se mettre aux normes et pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun. Chacun, c'est-à-dire répondre aux besoins de M. Diallo qui va nous solliciter, de Bernard qui va nous solliciter, ou d'Alpha qui va nous solliciter, pour lui livrer sa marchandise dans les meilleures conditions. Voilà. Donc MKA, Transport Logistique, bon, on travaille aussi en collaboration avec le port. Donc, il faut le dire, c'est vraiment aussi un acteur assez important sur lequel nous orientons tous les besoins, et nous orientons tous les services, et nous remercions toutes les autorités qui nous ont accompagnés dans la mise en place de la compagnie pour répondre aux besoins de tout un chacun.
Nous ne faisons pas de différenciation entre les opérateurs. Nous travaillons avec tout le monde. Merci. En tout cas, pour cette précision. Le thème de cette émission, c'est la logistique des mines, un secteur que vous connaissez bien, parce que vous avez eu à travailler dans ce secteur-là, que ce soit en Afrique et en Europe. Est-ce que vous pouvez définir à nos lecteurs et spectateurs la logistique des mines? Ça consiste en quoi? Vous savez, le premier jour, quand j'ai pris la voiture pour aller vers une mine, je me suis dit, mais tu vas vraiment où? Parce qu'on a fait des kilomètres, pour ne pas citer la mine de Sabodala dans la région de Kédougou, on a fait des kilomètres avant d'arriver à une mine. Et là, quand on est arrivé au niveau du portail, c'est impressionnant. Vous savez, c'est comme un enfant qui découvre son premier cadeau. Quand tu l'ouvres, c'est quand même impressionnant. On se dit, oui, ça existe au Sénégal. Voilà un secteur qui m'était totalement inconnu, hein, parce que comme je vous l'ai rappelé, c'est plus l'aspect shipping, l'aspect logistique pur, mais découvrir une mine, découvrir tout le matériel dont a besoin une mine, découvrir toute cette population qui a autour d'une mine, vous dites, mais c'est pas possible quand même. Hein. Voilà, il faut vraiment l'aimer pour y être. Il faut vraiment aimer cette activité pour y être. Vous n'avez pas de week-end, hein, je suis désolé, vous n'avez pas de jour férié, parce qu'une mine, en constant, elle doit tourner. Une mine n'a pas de pause. Une mine qui a une pause, je vous assure que je pense, oui, qui tourne. Et le matériel dont ils ont besoin doit être là rapidement. Et j'ai d'habitude de dire, une mine, c'est, vous me livrez la veille. C'est pas le lendemain ou le jour, parce que vous me livrez la veille. C'est pour vous montrer l'urgence de toute une commande. L'urgence d'une commande pour recevoir, vraiment la recevoir au niveau de la mine. De toute la partie logistique. Hein. Vous avez entre autres les transitaires que je salue au passage, transporteurs, vous avez les autorités portuaires, parce qu'il faut que ça débarque. Dans le cadre d'un projet, vous avez du matériel assez lourd qui a besoin d'une étude de faisabilité avant même d'être embarqué, pour voir l'itinéraire à prendre pour la livraison. Voilà, tous ces aspects regroupés font de cette industrie, comme vous dites, passionnante. Assez complexe. Oui, exactement. Une complexité, oui. C'est complexe, mais aussi c'est simple dans la mesure où c'est anticipé, dans la mesure où c'est étudié, dans la mesure où vous les confiez à des sachants. Voilà le plus important. C'est pas juste le sortir comme ça, spontanément, oui, on va livrer le sport, ou on va faire exécuter une commande. Non, il faut vraiment le confier à des spécialistes. C'est une industrie qui est assez spécialisée, un domaine assez précis, assez méticuleux, avec des standards HSE vraiment à haut niveau qu'il faut respecter. Voilà ce que je peux dire. C'est comme dans le milieu oil and gaz, il y a beaucoup d'exigences aussi à respecter dans le secteur minier. Vous savez, dans le secteur minier, oil and gaz, oui, c'est un secteur, aujourd'hui au Sénégal, on n'en a pas beaucoup, c'est un secteur assez pointu aussi, avec un niveau standard HSE très élevé, mais aussi des mines, je vous assure, comme je dirais, la première fois que j'ai visité, il faut être propre pour y rentrer. Il faut connaître d'abord. C'est pas je viens, je n'anticipe rien du tout. Il faut connaître, il faut avoir une bonne expérience pour le faire. Et la mine, une industrie minière, c'est quelque chose, voilà. C'est vraiment quelque chose. Oui, ça nous permet de parler des ressources minières. On dit souvent en Afrique, il y a beaucoup de ressources minières. D'ailleurs, même dans le pays, je vais découvrir, moi, qu'on a pas mal de ressources minières dans le sous-sol. Oui. Comment ça se présente? Vous qui connaissez un peu. Comment se présente cette carte minière au Sénégal? Quelles sont les ressources dont on dispose et où se trouvent-elles ces ressources? D'accord. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle un peu de la cartographie du Sénégal, pour ne pas vraiment être très pointu dans les explications, rentrer dans les détails, on va essayer, dans la région de Kédougou, on a ne pas citer la mine de Sabodala, par exemple, là, c'est de Mako qui est là, c'est l'or, d'accord. Après, vous avez certaines d'autres mines qui exploitent un peu le phosphate au niveau de la région de Matam. On a aussi, au niveau de Diogo, on a les écoles inuites qui est là, on a aussi du fer, on a aussi d'autres minéraux, hein. On a aussi d'autres ressources qui sont là au Sénégal, qui ne sont pas encore exploitées. Bon, on a le fer aussi. Non, vous savez, on ne va pas orienter la localisation, mais
voilà, on va se dire au Sénégal, ces ressources existent d'est en est, ouest, centre, ça existe. Et ce qui est exploité, Dans tout le territoire national. écoutez, ce qui est exploité, on le connaît, hein, on connaît dans la région de Kédougou, dans la région de Matam, au niveau de Djegou à Thiès, on connaît, hein, on connaît au niveau de le fer aussi, le fer qui est là. On sait qu'aussi au niveau de la Casamance, il y a des ressources. Voilà, c'est... Le Sénégal, c'est un pays béni, on a du pétrole, du gaz, on a aussi des mines, on a tout ce qu'il faut pour se développer. Vous savez, pays béni, je pense qu'un enfant est béni, d'accord? Pays béni, c'est juste la volonté de tout un chacun à pouvoir exploiter. Et la volonté à tout un chacun aussi, c'est-à-dire, nous avons du matériel, nous avons tout ce qui est, moi je dirais, matériaux précieux, de grande valeur, mais ça reste toujours à l'état brut. Donc, nous sommes un pays béni, nous avons des ressources à l'état brut, mais nous ne transformons pas. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique, c'est un média assez sur une mine d'or. Quand on va dans tous ces pays, on a des ressources qu'il faut pour exploiter, mais on n'arrive pas. On a ça, mais on n'arrive pas à exploiter. C'est quoi le blocage? Quelles sont les difficultés? C'est un problème de volonté politique ou c'est un manque de compétences? Comment on peut analyser ça? C'est vrai, quand on dit on est assis sur des ressources, un jour, je pense que, j'espère que les générations à venir, ils ne vont pas juste chuter, parce que ça, ils sont vraiment... Parce que vous permettrez, on ne va pas creuser, mais je pense qu'on va creuser par le haut. Et puis on va nous trouver là assis, ils vont ouvrir la brèche et on va justement chuter. Donc, et ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas léguer ce patrimoine, ou il ne faut pas le léguer aux générations à venir. Aujourd'hui, nous avons des ressources. Les compétences sont là, même au niveau de la diaspora. Je pense qu'il y a des Sénégalais qui connaissent vraiment le métier au-delà de l'industrie minière, dans le cadre des projets oil and gas et autres, qui s'y connaissent. Moi, je vais ouvrir, vous me permettrez par exemple pour l'éducation. Il faut que on va dire les élèves, avant d'être étudiants, qu'ils soient sensibilisés à des fonctions, à des fonctions ou à un travail qu'ils peuvent exercer. C'est comme quand on était jeune, on adorait voir le pompier. Parce que quand on le côtoyait, on entendait les sirènes passer, le policier, oui papa, je veux être policier, je peux être pompier, voilà, parce qu'on les côtoyait. Et il faut que cette jeunesse actuelle, d'accord, il faut qu'on les oriente. Il ne faut pas juste faire des études pour faire des études, après avoir un diplôme sans aucune compétence professionnelle et dire je cherche du travail. Maintenant, quand vous cherchez du travail sans aucune compétence professionnelle, alors qu'il y a des industries qui sont là, qui ont besoin d'une compétence, mais vous ne matchez pas. Donc, c'est-à-dire vous resterez là à tourner, à dire pourquoi j'ai étudié et je n'ai pas de travail. Il faut qu'au niveau de l'éducation nationale du ministère, il faut qu'on essaie d'orienter, d'accord, les fonctions. Il faut qu'on essaie d'orienter, par exemple, le travail, la nécessité de pouvoir travailler dans une société, d'accord, avec un besoin bien précis. Faisons des ingénieurs, superbe, des géologues, superbe, des personnes qui sont qualifiées dans la plomberie, dans la chaudronnerie, dans le montage, dans tout ce qui est mécanique. On en a besoin. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études et de rester avec un diplôme et pouvoir chômer. Il faut moins d'avocats, moins d'hommes politiques, plus des... Non, ça c'est important, hein, c'est important. Je salue tout ce corps, pour ce corps que vous venez de citer, mais il est important de rendre une partie de la population, de professionnaliser un peu le secteur. C'est-à-dire, on a ces étudiants, ces élèves, on doit les former à un métier. Quand ils vont sortir, ils vont se dire, voilà, j'ai un métier, je suis spécialisé dans ce domaine. Et certainement dans ce domaine, il y aura des sociétés, des entreprises qui sont là, qui auront besoin de cette qualification. Mais pas faire des études en général et rester pendant des années, avoir un diplôme à se dire, je cherche du travail. Nous ne serons pas tous appelés à travailler dans les bureaux, M. Diallo. Certains sont appelés à travailler autrement, sur le terrain. Et c'est ceux qui travaillent sur le terrain, c'est eux qui alimentent un peu cette phase structurelle de l'économie. On a besoin, par exemple, de l'agriculture, on a besoin des ingénieurs d'agriculture, on a besoin de ces personnes qui puissent maîtriser ce domaine d'agriculture. Et au-delà, dans d'autres secteurs. On ne peut pas dire que oui, Aliou Bari a fini ses études, il a fait 7 ans, il a fait 8 ans, il a fini, il doit être dans son bureau. Ce n'est pas possible.
Et essayer aussi de motiver les Sénégalais de l'étranger aussi à venir investir et à leur faciliter l'investissement. Ouais. Ça, c'est important, c'est ce qu'il faut faire. On a des écoles professionnelles, on a des écoles qui sont dans différents secteurs, qui essaient de mettre un peu des étudiants, mais commençons à un niveau inférieur. Et les étudiants, par exemple les découvertes d'entreprises, un étudiant va aller découvrir une entreprise. Non, commençons au bas âge, montrons-lui tous les métiers qui existent. Au moins là, ça lui permettra au moins d'avoir cette motivation d'y aller, de dire ah papa un jour je vais être professionnel dans la plomberie, je vais être professionnel dans le secteur agricole, je vais être professionnel dans le secteur minier, et je vais être vraiment un professionnel dans le secteur des projets, mais en faisant quoi? En faisant peut-être de la logistique, ou en faisant quoi? En faisant partie d'une équipe de montage, en faisant quoi? Faisant partie d'une équipe qui apportera toute une expertise. Mais c'est vrai, on a besoin aussi des sachants, on a besoin des professionnels, c'est quoi? Nous pouvons les amener, les professionnels. Mais il faut avoir le transfert aussi d'expérience, de compétences, comme vous le dites. Et de technologies aussi. Oui, ça, nous pouvons le transférer. Mais on ne peut pas prendre, par exemple, un projet au Sénégal. Je n'ai rien contre être ouvert à l'international. Mais c'est vrai, mais aussi, il faut le voir en système gagnant-gagnant. Monsieur Diallo, vous êtes en Angleterre, votre société est très expérimentée. Nous avons un besoin au Sénégal, d'accord, vous avez gagné un appel d'offres, vous venez vous installer au Sénégal, mais aussi localement, il faudra que les Sénégalais soient impliqués dans ce projet et qu'on puisse avoir un transfert de compétences. Et que ces Sénégalais puissent prendre le relais. Ça se fait dans certains pays, et je pense que ça se fait aussi au Sénégal. C'est ça qui explique le blocage, ou en tout cas la barrière qui fait que les pays africains qui disposent de ces ressources minières n'arrivent pas à exploiter leurs propres ressources. C'est très lourd financièrement. C'est vrai, ça, c'est énorme. Vous allez voir, c'est énorme. Donc, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Des ressources financières pour exploiter une mine. Vous savez, les ressources financières, on est dans un Dans le monde d'aujourd'hui, c'est possible de monter des projets financièrement, voilà, d'avoir des capitaux étrangers. Donc, le financier, ce n'est pas un blocage. Oui, ce n'est pas un blocage, mais aussi à l'expérience. C'est vrai, dans certains pays, pour ne pas citer l'Afrique du Sud, ils sont très bons au niveau des mines. Hein. Pour ne pas citer d'autres au niveau qui sont là, qui sont très bons. Hein. Même au Sénégal, par exemple, ça fait des années qu'on exploite des mines d'or. Hein. Donc voilà, donc on a cette possibilité. Mais si on avait accentué, par exemple, ce transfert de technologie et de compétences, on aurait formé beaucoup de Sénégalais qui seraient là à reprendre le flambeau et se dire nous sommes capables, d'accord, de faire une exploitation minière. Mais il y a aussi l'aspect capitaux qui est énorme. Là, on parle des zircons, l'or et autres. Comment ces ressources-là peuvent nous permettre de se développer? Bon, la plupart, je ne vais pas revenir sur la partie exploitation, mais la plupart, ces ressources sont quoi? Bon, sont exportées. Sont exportées. Bon, parce que là. Si demain nous on l'exploite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous savez que, M. Diallo, je pense que vous avez donné un bon cadeau à votre femme de l'or. Mais voilà, ça aussi, c'est voilà, en termes de commercialisation. Et je suis vraiment très à l'aise de vous dire aussi, par exemple, il y a des Sénégalais qui se sont formés, c'est-à-dire des artisans qui sont formés en collectif pour dire, voilà, nous aussi, nous voulons, avant d'avoir à pouvoir acheter directement à la mine l'or brut, voilà, et pouvoir transformer et aussi de le mettre sur le marché local. Et ça, j'apprécie. C'est vraiment, ça veut dire que voilà, ils savent qu'il y a la nécessité de pouvoir travailler directement avec certaines compagnies minières. Sur le plan aussi économique, l'or c'est une source de gage pour notre monnaie. Oui. Ça peut être utilisé aussi. Oui, ça c'est un autre niveau parce que vous venez exploiter l'or, vous avez une bonne quantité. C'est pas pour le Sénégal, hein, ou c'est pas pour le Mali, ou c'est pas pour un autre pays. Hein, c'est pour celui qui est venu investir. Même si par chaque pays ils ont une part, un quota sur exploitation ou toute retombée. Découlant de ces exploitations. Et là aussi, je pense que j'attire un peu l'attention peut-être des autorités. Au niveau du Mali ou du Sénégal, je vois aussi le taux
qui est octroyé, par exemple, à certains de nos pays, bon, c'est peut-être à revoir. Et j'apprécie, je vois aussi que dans certains pays, ils sont en train de voir un peu tous les contrats qui ont été signés. Voilà. Et j'entends aussi, par exemple, au niveau de certains pays, bon, nos voisins, qui veulent mettre une usine de raffinerie. Donc voilà, qui puisse aussi, peut-être une usine qui puisse transformer leur brut de manière avant de pouvoir les exporter. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, voilà encore un secteur que peut-être nous ne connaissons pas, que nous voulons, voilà, que nous puissions avoir ce domaine d'activité qui requiert quoi? De la main-d'œuvre, la qualification. Ouais. Ça aussi, transfert de technologie, transfert de compétences. Parfait, parfait. Alors, que pensez-vous du magazine Africa Supply Chain depuis que vous avez commencé à nous côtoyer? Ben, écoutez, là je me suis à travers bon, les réseaux aussi, c'est vrai, à travers les publications que vous êtes en train de faire. C'est une forte communication que vous êtes en train de faire, c'est vrai. Une forte communication par rapport au secteur dans lequel vous êtes. En plus, ce que j'apprécie, vous ne limitez pas uniquement au Sénégal. Je vois que vous êtes aussi à l'international, vous faites paraître vraiment des articles, même en Europe, je vois récemment en Europe, et c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose que vous soyez aussi ouvert à tout ce qui se passe. C'est global. Et comme c'est une chaîne, ouais, ça prend des pas en Europe ou en Amérique, mais ça termine certainement au Sénégal. Donc quand on parle de logistique, on ne peut pas seulement limiter au Sénégal ou en Afrique. Il faut parler de global. Mais ça, vous l'avez vu, ça veut dire c'est une certaine ouverture d'esprit. Ouais, et là, on en a besoin pour d'autres aussi, dans d'autres secteurs, qu'on puisse voir, c'est toute une chaîne. Et quand on parle d'une chaîne, c'est de la maîtriser, c'est d'être ouvert d'esprit. Et en plus, là, l'anglais aussi, cette langue elle est assez importante parce que c'est une langue internationale qui, dans cette logistique, elle est purement internationale. Tous les courriers, tous les échanges en anglais. Et vraiment, je vous encourage, hein, je vous encourage, et aussi à peut-être vous diversifier aussi, à avoir beaucoup de sujets et aussi à amener des sujets de réflexion. Vraiment, amener des sujets de réflexion. Et n'entrez pas dans cette polémique politicienne. Non, c'est vraiment pas votre secteur parce que c'est un secteur assez simple, hein, et une communication assez simple et saine. Donc, verrouiller, d'accord, toute cette partie environnement. Voilà, exactement, vous verrouillez tout et vous apportez la communication et vous incitez les personnes qui vous lisent et qui vous suivent à des sujets de réflexion. Voilà. Et là, c'est important vraiment de le faire. Merci M. Ba, nous sommes au terme de notre émission. Donc, nous vous remercions et nous disons à tous nos téléspectateurs, nous aurons rendez-vous pour notre émission de Africa Supply Chain Magazine. Merci, M. Diallo.